s'est installé dans notre société, et de manière séditieuse par des discours politiques extraordinairement coupables. L'idée que nous ne serions plus dans une démocratie, qu'il y a une forme de dictature qui s'est installée. Mais allez en dictature. Une dictature, c'est un régime où une personne ou un clan décide des lois. Une dictature, c'est un régime où on ne change pas les dirigeants. J'arrive. Si la France sait ça, essayez la dictature et vous verrez. La dictature, elle justifie la haine. La dictature, elle justifie la violence pour en sortir. Mais il y a en démocratie un principe fondamental, le respect de l'autre, l'interdiction de la violence, la haine à combattre. Tous ceux qui aujourd'hui dans notre démocratie se taisent sur ce sujet sont les complices aujourd'hui et pour demain de l'affaiblissement de notre démocratie et de notre République. La manière dont la Macronie traite les journalistes va de pair avec ce classement de Reporters sans frontières sorti en 2020 qui montre que la France a perdu 2 points dans le classement de la liberté de presse par rapport à 2019. Parmi les griefs de l'organisation, les violences policières contre les journalistes et les intimidations judiciaires. Par pression procédurière, je ne peux m'empêcher de penser à l'emblématique affaire Geneviève Leguet, cette femme pacifiste de 73 ans dont l'agression en mars 2019, le 23 mars de mémoire, par des policiers niçois, fut l'objet d'un mensonge d'État. Affaire Leguet, la police des polices traque les sources de Mediapart, par Fabrice Arfi. La journaliste de Mediapart Pascal Pascariello, qui avait permis de démontrer les mensonges du président de la République dans une affaire de violence policière, a été entendue comme suspecte, mardi 26 mai, par l'IGPN. C'est la 4e fois en moins de 18 mois que la justice essaye de s'en prendre aux sources de Mediapart à la suite d'enquêtes embarrassantes pour l'exécutif. Sous la présidence d'Emmanuel Macron, la chasse aux sources des journalistes s'inscrit au fil des mois dans une récurrence de plus en plus inquiétante. La reporter de Mediapart Pascal Pascariello, qui avait permis de démontrer les mensonges du président de la République et du procureur de Nice dans le dossier Geneviève Leguet, une retentissante affaire de violence policière, a été entendue comme suspecte, mardi 26 mai, à Paris, par un commissaire général et une capitaine de l'inspection générale de la police nationale, IGPN. L'objectif des investigations, diligentées par le parquet de Nice, est contenu dans le délit visé par la convocation judiciaire envoyée le 19 mai à Mediapart, recel de violation du secret professionnel. Comprendre, trouver qui, au sein de l'administration, a livré à la presse des informations embarrassantes pour la justice et le pouvoir. Les nombreuses enquêtes de Pascal Pascariello avaient en effet mis au jour les contre-vérités d'un magistrat, le procureur Jean-Michel Prêtre, et du chef de l'État lui-même, Emmanuel Macron, dans un dossier qui est vite apparu comme symbolique des violences policières, de leur déni institutionnel et du mensonge politique qui parfois l'accompagne. L'affaire Leguet porte le nom d'une militante de 73 ans de l'organisation Attaque, qui a été gravement blessée durant une manifestation fin mars 2019, à Nice. Le procureur de la ville, lors d'une conférence de presse, puis Emmanuel Macron quelques jours plus tard, dans les colonnes du quotidien Nice Matin, avait dédouané la police, qui aurait été, selon eux, totalement étrangère aux blessures infligées à la vieille dame. Mais les articles de Mediapart ont pu, preuve à l'appui, montrer qu'il n'en était rien et qu'un rapport de police, rédigé le jour des faits, avait même établi le contraire. D'autres articles de Pascal Pascariello avaient également interrogé les conflits d'intérêts qui entouraient l'enquête, la policière chargée des investigations, et la compagne d'un policier en cause, et exhumé les lourds antécédents du procureur Prêtre, qui a finalement été muté à Lyon après avoir essayé d'étouffer l'affaire Leguet, toujours au point mort sur le fond. Et le pire, c'est que ce même procureur de Nice, comme l'indique cet article du journal Le Monde du 24 juillet 2019, a avoué avoir menti en disculpant la police pour ne pas embarrasser Emmanuel Macron. Vous avez compris? Je répète. Ce même procureur de Nice dont il est question dans l'affaire Geneviève Leguet a indiqué avoir menti en disculpant la police pour ne pas embarrasser Emmanuel Macron. C'est terrifiant. Essayez la dictature et vous verrez. Mais oui, la séparation des pouvoirs, tout ça. C'est ce qu'on nous apprenait à l'école. Dernier document accablant pour la police sur lequel s'est appuyé l'IGPN, une vidéo
inédite que tu as récupérée. Et en plus, c'est une vidéo assez inattaquable puisqu'elle a été tournée par les gendarmes, la CIOP, la cellule image d'ordre public de la gendarmerie. On va la voir, on est à Nice le 23 mars et on entend... On voit aussi le commissaire Rabassouchi à côté des policiers sous ses ordres. Il fait ses sommations. Et lance immédiatement après la charge sur un petit groupe, quelques personnes éparses. On voit la charge. Voilà. Donc un document de la gendarmerie, on le redit. Pascal. Oui, parce qu'effectivement, ils ont pris soin en fait, d'enregistrer toute cette journée. Ils étaient, comme ils le disent, abasourdis. Les ordres étaient disproportionnés et on sait les conséquences que ça a eu. Cette affaire est évidemment emblématique parce que ça montre les violences policières à l'encontre d'une militante pacifiste de 73 ans, mais également emblématique parce que 2 jours plus tard, le président Emmanuel Macron livre une version absolument mensongère et explique qu'il n'y a eu aucun contact entre Geneviève Leguet et la police. Alors évidemment, c'est encore une fois exceptionnel dans cette affaire qui ne s'arrête pas de nous surprendre. Mais aujourd'hui, c'est l'IGPN qui vient démentir les mensonges exactement, du président. Ces 4 coups de pression subis en l'espace de 18 mois par la journaliste Pascal Pascariello ne constituent pas les premières attaques du pouvoir jupitérien au secret des sources. Le retentissant scandale Benalla, du nom de ce barbouze protégé par Emmanuel Macron et dont les actes illégaux furent étalés au grand jour par une certaine presse, fut aussi l'occasion pour l'Élysée de montrer ses velléités de porter de graves atteintes à une des libertés fondamentales. Que ne faut-il pas faire pour tenter de se décoller des tentacules totalitaires de la pieuvre administrative incarnée par ce pouvoir ? Le 10 juin 2021, le Conseil d'État, qui ne se montre pourtant pas très friand à protéger les libertés fondamentales durant la crise du Covid, avait annulé plusieurs dispositions fortes du schéma national du maintien de l'ordre préconisé le 16 septembre 2020 par Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. Le Conseil d'État a annulé plusieurs dispositions phares du schéma national du maintien de l'ordre, dont l'emploi de la technique de la NAS, et l'obligation faite aux journalistes de quitter les lieux lors de la dispersion des manifestations. Le Conseil d'État, qui est la plus haute juridiction de l'ordre administratif, annule aussi les accréditations demandées aux journalistes pour accéder aux informations en temps réel, et les conditions de port d'équipements de protection. Le Conseil d'État avait été saisi par plusieurs associations et syndicats, notamment de journalistes, qui contestaient le schéma national de maintien de l'ordre du 16 septembre 2020, porté par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Cet article, issu du jadis pédocratique journal de gauche Libération, converti à présent au combat pour la transidentité des très jeunes mineurs, car apparemment hier les enfants étaient jugés suffisamment mûrs que pour subir des attouchements par des adultes et aujourd'hui pour décider d'encaisser des mutilations corporelles. Bref, je digresse. Ce journal qui avait, je le rappelle, appelé à voter pour le fils de maman Trogneux en 2017, au-dessus de 14 ans, c'est dégueulasse, fait mine plusieurs années plus tard de se plaindre de sa politique envers les journalistes via, entre autres, ce fameux schéma national du maintien de l'ordre. La philosophie de ce texte, c'est « hors de nos rangs, point de salut ». Mais pourquoi ne pas donner d'uniforme aux journalistes aussi tant qu'on y est ? Fulmine Dominique Pradalier, secrétaire général de l'organisation la plus représentative de la profession des journalistes. Je pense que le ministre, Gérald Darmanin, méconnaît la liberté de la presse, il est dans le déni. Notre confrère David Dufresne a effectué un travail très sérieux en documentant 117 cas de journalistes empêchés de travailler par les forces de l'ordre depuis 1 an et demi. Pour le SNJ, c'est 200 journalistes qui sont concernés. Ce texte n'essaie pas de comprendre notre métier, il est fait pour restreindre la liberté d'informer. On veut transformer les journalistes en propagandistes, comme les États-Unis l'ont éprouvé pendant la guerre du Golfe. Nous allons donc réaffirmer la liberté des journalistes, qui est de pouvoir être témoin de tout, partout et en tout moment. Vu les nombreux scandales sexuels que traîne le ministre de l'Intérieur choisi par Emmanuel Macron, qui se disait favorable à une moralisation de la vie publique en 2017, on peut comprendre pourquoi l'intéressé ne porte pas vraiment dans son cœur les métiers ayant pour objet de révéler ce qui est caché.
Un peu comme cette fois où il tenta de faire pression sur la Commission nationale informatique et liberté, à savoir la CNIL, pour que soit occultée à la connaissance des parlementaires et des citoyens son utilisation illégale de drones durant la période de confinement. Il ne voulait pas que sa condamnation par la CNIL fuite dans la presse. Et vous comprendrez pourquoi dans la 4e partie. Ils aiment la transparence au gouvernement. Mais maintenant, avec la loi sécurité globale qui vient d'être votée, ces autocrates peuvent enfin s'amuser tranquillement avec les libertés. Enfin, au milieu de ces tsunamis liberticides qui n'ont de cesse que de s'abattre sur l'îlot de la liberté de la presse, heureusement que nous pouvons nous reposer sur la balance du garde des Sceaux, car tout ceci manque cruellement de justice. Pour lutter contre la haine en ligne, la solution risquée d'Éric Dupond-Moretti. Pour le ministre de la Justice, la loi sur la liberté de la presse protège de toute poursuite judiciaire trop de personnes non journalistes coupables d'incitation à la haine. Pour mieux lutter contre la haine en ligne, Éric Dupond-Moretti pense avoir trouvé la martingale. En audition devant les sénateurs, le ministre de la Justice a annoncé, mardi, travailler à changer le code de procédure pénale afin de permettre que les infractions commises par des non-journalistes ne soient plus protégées par la loi du 29 juillet 1881, garantissant la liberté de la presse, et que leur auteur puisse être convoqué en comparution immédiate. En 2019, la prédécesseure d'Éric Dupond-Moretti au ministère de la Justice, Nicole Belloubet, avait envisagé, un temps, de réformer la loi de 1881, dans un contexte de forte augmentation d'actes antisémites. En juin, la juriste de formation annonçait qu'elle solliciterait la Commission nationale consultative des droits de l'homme, CNCDH, sur la sortie de certaines infractions, comme l'injure, ou la diffamation, de la loi sur la liberté de presse pour les inscrire dans le droit pénal ordinaire, avant d'envisager une modification de la loi. Mais face à la levée de boucliers de nombreux organes de presse notamment, Nicole Belloubet avait fait marche arrière en assurant finalement qu'aucune proposition du gouvernement ne prévoyait de toucher à la loi de 1881. Hein? Attendez, comment ça? Qu'est-ce qui définit véritablement le journalisme? Pour monsieur Éric Dupond-Moretti, une carte de presse? Non, la carte de presse n'est pas obligatoire pour être journaliste en France. Ça, c'est un article de l'AFP qui a été écrit juste après ma garde à vue d'avril 2019. Voilà, donc vous pouvez le retrouver sur AFP Factuel. Non, la carte de presse n'est pas obligatoire pour être journaliste en France. Et c'est expliqué et illustré. Comme le dit l'avocat pénaliste Éric Morin au Huffington Post, l'exécutif avec cette énième loi, qui fait suite à un empilement de dispositions sécuritaires depuis 10 ans, et ce sans jamais avoir réussi à rétablir l'ordre dans le pays, ne fait en réalité qu'ouvrir une boîte de Pandore. La lutte contre la haine a bon dos en Macronie. Nul doute, vu l'amour étriqué qu'entretient le gouvernement pour la liberté de la presse, qu'elle est l'expression d'une volonté insatiable de bâillonner des voix comme la mienne, qui s'opposent à sa politique malsaine. Les dérives totalitaires du pouvoir sont si explicites que le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 18 juin 2020, a décidé de sévèrement censurer la loi Avia qui prétend lutter contre la haine sur Internet. Entre nous, je ne peux m'empêcher de penser que ce jugement fut donné au 80e anniversaire d'une date emblématique de l'histoire de France. Résistants français, les néocollabos veulent votre peau. L'arbitrarité de cet édit prévoyait de faire censurer des contenus dits haineux dans les 24 heures après leur diffusion, et ce par les plateformes numériques sous peine de sanctions contre ces dernières. Elle comportait aussi une seconde partie qui confiait le pouvoir de caverder en 1 heure par la police tout contenu qu'elle qualifierait, seul, sans juge, de terroriste. Or, comme le dit cet article de la Quadrature du Net, que je vous invite à lire, cette notion de terrorisme est si dévoyée qu'elle pourrait permettre de donner la possibilité au pouvoir de s'en prendre directement à l'opposition politique. Et déjà que ce fameux pouvoir a pris pour fâcheuse habitude de contourner le Parlement, donc là je ne vous dis pas. Et pour montrer que les membres de l'exécutif ont souvent eu l'amalgame facile, voici ce petit exemple. Nous avons neutralisé de nombreuses attaques. Vous savez, juste pour en illustrer cela, quelques jours avant le 17 novembre et le début du mouvement des Gilets jaunes, un groupe s'était constitué et s'était intitulé « Ça va saigner le 17 ». C'était une attaque terroriste, nous l'avons neutralisée.
Et oui, vous l'avez bien vu, plus de 4 mois après le 17 novembre 2018, Christophe Castaner, ancien ministre de l'Intérieur, qui avait, souvenez-vous, proféré des mensonges éhontés à l'égard des Gilets jaunes s'agissant de leur pseudo-incursion et agression à la Pitié-Salpêtrière, révélait le 1er mars 2019 qu'une attaque terroriste avait été neutralisée juste avant le 17 novembre 2018, à savoir le premier acte des Gilets jaunes. Ben voyons. Ce laïus alambiqué savamment cultivé par Christophe Castaner pourrait laisser croire que le mouvement Gilets jaunes était dès sa naissance consubstantiellement lié au risque terroriste et qu'il faudrait dès lors indubitablement le considérer comme tel. C'est une des façons, en tout cas, dont certaines personnes pourraient, consciemment ou non, accueillir ce discours. En réalité, en fouillant un peu dans les arcanes du net, on se rend compte qu'il ne s'agissait rien d'autre qu'un projet de braquage de distributeurs de billets par 4 personnes radicalisées et non de terrorisme. Le parquet admit même qu'il n'y avait aucun lien avec un projet d'attaque contre les Gilets jaunes. Il s'agissait donc d'une menace de crime de droit commun, sans rapport avec les Gaulois réfractaires. Fort de ces amalgames, comme de sa volonté de museler tout discours d'opposition après le refus du Conseil constitutionnel de valider leur loi liberticide prétendant faussement lutter contre la haine, le gouvernement a décidé le 25 juin 2020 de demander à la Commission de l'Union européenne de faire adopter au niveau européen ce que la Constitution française l'empêchait d'appliquer. Tel un symbole de perversion d'une loi qui ne dit son nom, il est assez badin de voir que cette loi estampillée contre la haine sur Internet est soutenue par la mordeuse de taximan Laetitia Avia, qui incarne à elle seule, à la perfection, ce contre quoi cette loi allègue combattre. En effet, vu les poursuites judiciaires intentées contre elle pour harcèlement moral par plusieurs de ses ex-assistants parlementaires qui l'accusent d'humiliation, moquerie sur base du physique, propos sexistes, racisme, etc., etc., il y a véritablement de quoi rire jaune. Ça, c'était pour la vanne. Écoutez ce qui suit et vous comprendrez. Les élites en France, c'est, je veux pas être méchant, mais c'est Claire Petit et Laetitia Avia. Alors pourquoi ce dessin? Il est aussi inspiré d'un petit fait divers, petite affaire. Que se passe-t-il? Vous savez que ces députés sont inconnus et que certains préféraient peut-être le rester, parce qu'il s'est passé que récemment, une députée macroniste, élue sous l'étiquette Les Républicains En Marche, a eu une altercation avec un chauffeur de taxi. Elle a 33 ans, elle s'appelle Laetitia Avia. Et au moment de payer sa course de 12 €, elle a sorti sa carte de crédit. Le chauffeur de taxi lui dit le terminal est hors service, donc elle n'avait pas d'argent. Il a voulu l'emmener à un distributeur. Bref, ils se sont disputés. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle l'a mordu. Elle l'a carrément mordu. Donc il a fallu que la police vienne finalement. Ils ont porté plainte l'un contre l'autre. Enfin, fait divers, pas possible. Qui a donc inspiré le dessin que vous venez de voir à Bouzard. Et l'histoire nous est racontée ce matin par le Canard enchaîné. Il faut vraiment s'énerver. Hein, il faut vraiment s'énerver. Pour planter ses canines dans l'épaule d'un chauffeur de taxi. Elle avait faim. Il y a un autre quinquennat qui avait commencé par une affaire de 100 dents. Là, c'est beaucoup plus mordant. Comme fait divers. Dites donc, si c'est ça l'élite, je suis curieux de voir ce qu'il y a derrière. Hein. On va essayer de rester sérieux, Michel Drac. Donc Madame Avia qui mord les chauffeurs de taxi comme ça en pleine nuit, qu'elle soit là à défendre un projet de loi pour lutter contre la haine, ça prête quand même à rigoler, mais en fait à rire jaune. À rire jaune parce que cette loi s'inscrit dans une espèce de dérive où les libertés publiques sont de plus en plus menacées. Laetitia Avia, la députée La République En Marche qui horrifie ses assistants. 12 mai 2020, par David Perrotin. Alors que Laetitia Avia présente mercredi 13 mai, en dernière lecture à l'Assemblée nationale sa proposition de loi de lutte contre la haine sur Internet, 5 ex-assistants parlementaires de la députée La République En Marche dénoncent, preuve à l'appui, des humiliations à répétition au travail, ainsi que des propos à connotation sexiste, homophobes et racistes. L'élu conteste ces allégations mensongères. Selon ses anciens assistants, un ex-salarié d'origine asiatique, qui n'a pas souhaité livrer de commentaires, en faisait régulièrement les frais. C'était son bouc émissaire, elle l'appelait parfois le chinois, ou reprenait des clichés racistes pour parler de lui, se souvient Sophie. Ainsi, en avril 2018, elle cherche à savoir qui a encaissé un chèque et l'accuse sur la messagerie cryptée Telegram, en confiant à un autre collaborateur, ça sent le chinois.
Dans un autre message envoyé dans la boucle de toute l'équipe, elle écrit « Tu es un faux chinois, tu ne maîtrises pas Mac », par référence au cliché raciste qui veut que les personnes asiatiques soient plus compétentes en informatique. Qu'entendent-ils par haine? Comment comptent-ils lutter contre un sentiment? La haine est-elle répréhensible par la loi? N'ai-je pas le droit d'aborer la politique menée par le gouvernement? Aberration qui me permet de faire des vidéos pour dénoncer le caractère totalitaire de leur agissement? Non, parce que bon, à force de documenter leur activité, je commence à bien les connaître. Quand ils ne sont pas en train, via Gérald Darmanin, de vouloir passer des lois permettant la surveillance des URL pour brasser le plus de données personnelles possible, ce qui porterait une atteinte flagrante au droit à la sûreté, mais aussi au droit à la vie privée, Emmanuel Macron, lui, va rencontrer les dirigeants de Facebook et Twitter en pleine crise des Gilets jaunes, mouvement qui est comme par hasard né sur Internet. L'objectif, il est très clairement de reprendre la main sur l'agenda politique. Et aujourd'hui, pour reprendre la main sur l'agenda politique, il n'y a pas d'autre solution que de reprendre la main sur Twitter et Facebook. Donc on est très clairement dans une reprise en main des espaces sociaux qui jusqu'ici étaient plus ou moins sous souveraineté américaine. Il va falloir que l'État français comprenne et trouve une façon de contrôler tout ça, censurer tout ça et faire en sorte de réinstaurer une forme de calme là où aujourd'hui ces réseaux sociaux bouillonnent et débordent de haine, très clairement. On ne sait pas très bien comment concrètement cette loi va se traduire, et ce qu'on peut d'ores et déjà constater, c'est que s'il s'agit de censurer la haine, j'ai sous les yeux la énième complainte de Samuel Laurent du Monde, qui tous les jours se prend des nuées de haine de la part de militants de La République En Marche. S'il s'agit de censurer ça, le gouvernement risque de se tirer une balle dans le pied. Donc pour l'instant, on ne sait pas, et je pense que ça fait l'objet de ces conversations. De comment, concrètement, peut-on censurer Twitter de façon raisonnable, on imagine, mais il s'agit bel et bien de censure. Ce pouvoir instrumentalise chaque fait de société, un petit peu comme la gifle reçue par Emmanuel Macron, pour tenter de museler les réseaux sociaux qui échappent encore à leur emprise. Les voix discordantes comme la mienne doivent se faire discrètes. Mais grâce à vous et votre soutien, la voix de Portici ne se taira pas. Pour m'aider à contourner la censure douce de YouTube qui semble avoir shadowban ma chaîne, que chacun d'entre vous n'hésite pas à mettre son pouce, son commentaire et à vérifier si la cloche de son abonnement est toujours bien enclenchée. C'est très important. C'était la voix de Portici. Portez-vous bien.